Bonsoir, et si nous étions tous sur écoute, si au travail, à la maison, sur Internet, sur nos portables, tout ce que nous disions, écrivions, pensions était enregistré et retranscrit, c'est sans doute l'affaire Sarkozy qui a réveillé en nous cette grande peur quand on s'est rendu compte qu'un ancien chef d'État pouvait être placé sur écoute. On s'est dit, mais alors, qui est à l'abri? Affaire Sarkozy, tous sur écoute, c'est donc le thème de ce 255e numéro de Complément d'enquête. La première fois que j'ai eu mon dossier entre mes mains, je n'ai pas pu le lire très longtemps. Tout est remonté en moi. Les souvenirs, les sentiments. J'ai été atterrée de voir l'étendue de ces surveillances, tous ces détails. Tout ça parce que je voulais quitter Berlin-Est pour Berlin-Ouest. Tout ça parce que j'étais amoureuse d'un homme et que nous voulions nous marier. Voilà, la femme que l'on vient d'entendre s'appelle Tatiana, à l'époque du mur. Elle habitait Berlin-Est et la Stasi, la police secrète, l'espionnait jour et nuit, elle comme des millions d'autres Allemands de l'Est. Comme dans La vie des autres, le très beau film cité en référence par Nicolas Sarkozy pour dénoncer ce que lui ont fait subir les juges en l'écoutant. Alors avec Internet, faut-il craindre cette société Big Brother où nous serions constamment tracés et écoutés? Eh bien, pour en parler, nous avons choisi de nous installer dans un lieu pour le moins symbolique puisque nous sommes ici devant l'immeuble du Canard enchaîné, dans cette petite cour. C'est ici que les plombiers de Raymond Marcellin, le ministre de l'Intérieur dans les années 70, sont venus poser des micros. Mais ils ont été surpris. Nous recevrons ici Claude Angéli, l'ancien rédacteur en chef emblématique du Canard, Jean-Marc Manac, c'est un blogueur spécialiste d'Internet, et puis Antoine Lefébure qui vient d'écrire un livre sur l'affaire Snowden. On commence par cette enquête de Nathalie Sapeda, de Julien Pelletier et de Mickaël Bozo. Quand les mouchards sont parmi nous, vous allez voir à quel point notre portable, notre PC peuvent nous trahir. Et bien sûr, si vous voulez tweeter et commenter, le mot-clé, c'est cette enquête. Cet homme ne montrera pas son visage. Il ne dira ni son vrai nom, ni son métier, ni la ville où il habite. Ce sont les conditions qu'il a exigées pour nous raconter comment il avait espionné sa conjointe pendant plusieurs années. Il était convaincu qu'elle le trompait. Celui que nous appellerons Jean-François n'a alors rien d'un agent secret. Il va nous montrer comment, sans être un spécialiste, on trouve tous les outils sur Internet pour devenir un véritable espion. Vous avez différents logiciels qui sont disponibles gratuitement sur Internet. La façon de l'installer, vous allez sur YouTube maintenant, vous avez des tutoriels qui vous permettent de savoir comment l'utiliser. Donc voilà, donc ça c'est le nom du logiciel. C'est un logiciel espion qui va enregistrer l'intégralité des touches que vous frappez sur le clavier. Donc finalement des mots et des échanges que vous pouvez avoir. Que ce soit dans Internet Explorer, n'importe quel document. Il récupère ainsi ses emails, ses mots de passe, toutes les discussions de sa femme sur Facebook. La démarche devient vite obsessionnelle. Il regarde toutes ses photos. Il piège aussi son téléphone, lit ses textos, écoute ses messages et transforme le smartphone de sa femme en mouchard. Même quand elle l'éteint, il entend tout ce qui se passe autour d'elle. J'ai appris qu'elle correspondait de manière inconvenante avec d'autres personnes. D'autres hommes. D'autres hommes. Ouais, et j'ai pu me rendre compte ensuite de visu voilà, de la réalité, mais par la preuve par l'image ensuite. C'est-à-dire, vous avez piraté ses photos et qu'est-ce qu'il y avait sur ces photos? Elle était en compagnie, en charmante compagnie. Voilà. Est-ce que vous n'étiez pas gêné de le faire? Est-ce que ça ne vous a pas posé un problème moral? Ça aurait été le cas si je m'étais trompé sur toute la ligne, mais non, j'ai ni culpabilité ni remords. Parce que... parce que ça m'a fait gagner, je l'espère, quelques années, parce que mieux vaut être au courant de ce qui arrive. Hein. Un peu comme une maladie, comme ça il y a le traitement qui va derrière. Le couple s'est séparé. Jean-François affirme avoir tourné la page et ne plus surveiller son ex. S'espionner les uns les autres, jamais cela n'a été aussi simple.
jamais la pratique n'a été aussi répandue. Notre intimité rétrécie, comme le dénonce le lanceur d'alerte Edward Snowden. Un enfant qui naît aujourd'hui ne connaîtra jamais la notion de vie privée. Il a révélé les grandes oreilles des services secrets. Mais les espions du web sont désormais dans nos murs, capables de pénétrer dans votre salon via votre webcam sans que vous vous en rendiez compte. C'est comme si j'étais sur son ordinateur, donc là il ne sait pas du tout, il est filmé à son insu, il ne sait pas du tout qu'on est en train de le regarder. Capable de reluquer des femmes dans les moments les plus intimes. J'étais dans mon bain et dire que quelqu'un a des images de ça. Ils peuvent même assister à des réunions stratégiques au sein des entreprises. Voyeurisme, chantage. Le marché des images piratées est florissant et mondial. C'est en Écosse, dans les environs de Glasgow, que nous avons rencontré une jeune victime de ces pirates de webcam. Rachel a 20 ans, elle est étudiante et travaille à mi-temps dans un magasin d'informatique. Avoir peur d'Internet ne lui avait jamais effleuré l'esprit, jusqu'à cette pénible soirée de l'an dernier, dans sa salle de bain. Pour soulager des douleurs de dos, son médecin lui a recommandé de prendre un long bain chaud tous les jours. Elle passe le temps en visionnant des films sur son ordinateur portable. J'étais dans la baignoire, pas du tout à mon avantage. L'air malade, la peau sur les os, l'ordi posé à côté, sur les toilettes en fait. Tout d'un coup, j'ai vu la lumière de la webcam s'allumer. J'ai attrapé une serviette, je suis sortie du bain pour voir ce qui pouvait bien se passer. J'ai essayé d'éteindre la caméra, sans succès. Et quand j'ai cliqué sur « Forcer à quitter », un message est apparu. Accès impossible car le programme est déjà utilisé par une autre personne. Elle réalise alors qu'un inconnu a pris le contrôle à distance de son ordinateur, qu'il est en train de l'observer. Seule solution pour couper la webcam, elle se déconnecte d'Internet. Mais je ne comprends vraiment pas quel est l'intérêt de voir quelqu'un de malade dans son bain. J'ai ressenti comme un viol de mon intimité, de ma personne tout entière. C'était un moment où je n'avais aucune envie d'être vue. Vous avez cherché à retrouver vos images sur Internet ? Non, je n'ai pas voulu rentrer là-dedans. Je n'avais aucune envie de trouver la moindre image de moi en ligne. J'avais trop peur. Et je me suis dit que si je ne les voyais pas, c'était comme si elles n'existaient pas. De toute façon, il est quasi impossible de retrouver la trace de ces images, et encore moins celle du pirate. Mais Rachel a choisi de témoigner pour alerter, d'abord sur Twitter, puis sur la BBC à la télévision. Mais qui sont ces espions? Et que font-ils de ces images volées? Pour le comprendre, ce journaliste de la BBC a enquêté dans les zones obscures du web, inaccessibles à l'internaute moyen. En prenant de nombreuses précautions de sécurité, Andrew Silk s'est infiltré sur un forum de hackers. Pendant 1 mois, il a gagné leur confiance et réussi à en interviewer certains. Combien de personnes pensez-vous avoir piraté? Je pense que j'en ai fait au moins une centaine. Nous avons trouvé des preuves que certains s'échangeaient gratuitement des images prises par les webcams piratées. C'est une façon pour ces hackers de frimer, de montrer leur habileté, ce qu'ils sont capables de faire. Mais pour d'autres, il s'agirait plutôt d'en tirer un maximum d'argent. C'est ce qu'explique un jeune hacker finlandais, enregistré par Andrew. Âgé de 17 ans, il se vante d'avoir piraté des centaines d'ordinateurs. Au début, je voulais juste voir comment ça marchait. Et après, j'ai compris que je pouvais me faire du fric. Alors pourquoi pas? Tu revends l'accès à la webcam piratée. Après, les acheteurs en font ce qu'ils veulent. Ils en prennent le contrôle. Il dit que normalement, il vend l'accès à 100 ordinateurs d'hommes pour $1. Mais quand il s'agit de femmes, c'est beaucoup plus cher.
Il parle de $1 pour un seul ordinateur de femme. Un marché noir numérique où se fournissent les pervers, les voyeurs, les maîtres chanteurs du monde entier. Ces victimes qu'ils s'échangent ou se vendent, ils les appellent des esclaves. Et si ce business est en plein essor, c'est parce que le piratage de webcam est devenu un jeu d'enfant pour la génération Internet. Au cœur de la campagne alsacienne, nous avons rencontré dans sa maison familiale un jeune surdoué de l'informatique. Il va nous montrer le mode d'emploi d'une attaque de webcam en quelques clics. Michel Kartner n'est pas un pirate. C'est un hacker éthique, comme il le dit lui-même, qui aide les internautes à se protéger. Souvent, on se bat un peu, on va dire, avec les pirates qui, eux, continuent encore et encore et encore à pirater les gens. Nous, c'est pas notre but du tout. Et effectivement, on n'adhère pas du tout avec ce qu'ils font eux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on tient vraiment à séparer les deux clans. On veut pas du tout que les hackers éthiques soient mêlés aux pirates. Et voilà comment font les pirates pour pénétrer dans nos webcams. D'abord, ils se procurent un logiciel de contrôle à distance, comme ceux utilisés par les entreprises pour dépanner leurs salariés. Gratuit en l'occurrence. Après, ça se complique. Ensuite, on doit configurer des ports d'écoute. Quand on veut communiquer d'un PC à un autre, on doit communiquer par des ports. Et donc, tout simplement, après, ici, je vais créer un serveur qui s'appelle Invisible, en gros. Serveur, port d'écoute, pare-feu. À ce stade, il faut maîtriser quelques notions techniques. En quelques minutes, le programme du hacker est prêt. Il faut maintenant l'envoyer sur l'ordinateur cible. Pour cela, un simple mail suffit. Dans notre démonstration, la victime est consentante. Installée dans un appartement parisien, à 500 km, il va cliquer sur le mail de Michel et télécharger la pièce jointe qui est piégée. C'est comme si j'étais sur son ordinateur, donc je vois son écran à lui, son bureau, ses fenêtres, je peux les déplacer. Ses dossiers, je peux cliquer. Par exemple, je peux ouvrir son disque. Comme si c'était vraiment mon PC à moi. Et voilà, donc là, j'allume la webcam à distance. La personne est directement espionnée à son insu. Sa webcam s'allume directement sans qu'il touche à rien. Et je peux voir directement ce qu'il fait. Et bien sûr, enregistrer après, et faire ce que je veux, effectivement. Le piège s'est refermé pour longtemps. À chaque fois que la victime allumera son ordinateur, le pirate pourra l'observer en temps réel. Pour réussir une telle attaque, la plus grosse faille de sécurité, c'est l'utilisateur lui-même. Parce que c'est l'être humain qui va cliquer sur le programme. Il n'y a pas de faille dans le programme. Allumer une webcam, c'est pas une faille. Envoyer un fichier, c'est pas une faille. Cliquer dessus, c'est ça la faille en fin de compte. L'utilisateur qui clique et qui ouvre le fichier sans se rendre compte, eh ben, c'est là que c'est trop tard en fait. Tout l'art des hackers consiste à donner envie à leurs victimes d'ouvrir leur mail piégé. Dans le cas de Bastien, c'est le sexe qui a servi d'appât. L'été dernier, il se fait draguer sur Internet. La jeune fille est jolie, il pense l'avoir déjà croisée sur Facebook. Tout commence par des échanges anodins. On a discuté rapidement et Vous avez discuté par messagerie interposée. Sans parole. Sans parole, voilà. Puis arrivent des images plus coquines. Lui les croit en direct, en fait elles sont enregistrées. On se rend compte de rien, c'était un film. Où elle se dénudait. Voilà, et de fil en aiguille, donc là on se rend... Aussi, voilà, c'est ça. Dénudée. Ouais. Mais en plein milieu de leurs ébats virtuels... Ça a coupé, je pouvais plus rien faire, donc la webcam était bloquée. Changement de ton dans les messages. On est passé d'un ton amical à un ton plus menaçant. De toute manière, je vais mettre ta vie en l'air, je vais te discréditer auprès des employeurs, de ta famille, de tes amis, de tes proches. Le cauchemar commence. Bastien a été enregistré à son insu. La vidéo est postée sur YouTube, envoyée à ses contacts. Le jeune homme panique.
C'est à la fois de la honte. On se dit qu'on a été idiots, on s'en veut. Et moi, ça a été jusqu'à me dire, tellement désespéré que j'avais pensé à un moment au suicide. Le pirate veut de l'argent. 500 € d'abord, puis 2000. Bastien paye par Western Union. Mais quand il réclame 3000 €, Bastien en parle à sa mère. Car son maître chanteur en Côte d'Ivoire ne recule devant rien. Alors, il y avait les images, mais c'était surtout l'intitulé. Donc, moi, il était marqué « Moi », le prénom, le nom de mon fils. Je me suis masturbée devant une petite fille de 10 ans. On est allé à la police, et puis on vous dit de but en blanc vous êtes sûr que vous voulez porter plainte ?» Ben, quand même. Et ben, ouais, mais de toute façon, ça sera sans suite. Là, on se sent complètement démuni, complètement abandonné. On ne sait pas vers qui se tourner. C'est une situation horrible. Leur salut est venu d'un Zorro du net, par chance un de leurs amis. Salut! Damien Bancal, qui se présente lui-même comme un cyber-citoyen, est un expert de cette face sombre du web. Bon, c'est bien, déjà, on a mis le scotch sur l'ordinateur. Ah ouais, Fin connaisseur des procédés des pirates, il remonte la piste du maître chanteur et identifie un adolescent de 14 ans en Côte d'Ivoire. J'ai exactement utilisé les mêmes méthodes que lui. C'est-à-dire? Ah bah rien, tu veux une photo, voilà une photo, mais si tu cliques dessus, tant pis pour toi. C'est ce qui lui est arrivé. Donc il a cliqué sur la photo que vous lui avez envoyée. Et donc du coup, on a pu intercepter où il était, son adresse IP, sa fameuse immatriculation Internet, puis on a commencé à converser, parce qu'on lui a injecté un logiciel dans sa machine. C'est là on a découvert qu'il était dans un cybercafé. Donc c'est très simple, je lui ai dit, voilà, tu arrêtes, on sait qui tu es, et je ferai tout pour que les documents que tu as mis en ligne vont disparaître. Donc moi, ma mission a été de très vite détruire ces pages, les faire disparaître du web, faire disparaître les photos. Pourquoi? Parce qu'après, les moteurs de recherche, ils interceptent tout ça. Et ça aurait pu le suivre toute sa vie. Des arnaques comme celle-ci, il s'en produit des milliers chaque année. Car bien trop de gens sous-estiment les dangers d'Internet et ne se méfient pas assez de leur ordinateur. Nettoyer sa machine, c'est comme nettoyer sa maison, c'est comme nettoyer son frigo. J'ai pas laissé des aliments pourrir et me rendre malade par la salmonelle. L'informatique, c'est exactement pareil. Je vais pas laisser tout et n'importe quoi dans ma machine parce que je pourrais éventuellement attraper une salmonelle numérique. Plus de Facebook, plus de Skype, un Internet réduit au strict nécessaire. Depuis cette mésaventure, Bastien a pris des mesures radicales. Et une plus artisanale. Un scotch sur sa webcam. Voilà pour ce reportage de Nathalie Sapena et de Julien Pelletier, reportage impressionnant. Et on est ici avec vous, Jean-Marc Manac, dans un endroit très impressionnant aussi, puisque nous sommes chez Equinix, c'est le leader mondial du data center. Et ce qu'on voit, ces grandes armoires-là, ce sont des stockages de serveurs informatiques dans lesquels, bien sûr, il y a des données qui peuvent nous concerner. Alors vous êtes un journaliste blogueur, comme on dit, et vous avez écrit ce livre qui s'appelle « La vie privée, un problème de vieux con ». Point d'interrogation. C'est pas un problème de vieux con. On voit ce reportage quand même, et on se dit effectivement la vie privée avec Internet, waouh, on est attaqué de toutes parts. On n'est plus à l'abri de rien. On n'est pas attaqué de toutes parts, mais on peut être attaqué de toutes parts. Et ce qu'explique Damien Bancal dans le reportage sur le fait qu'il faut avoir une bonne hygiène en matière informatique, c'est fondamental. On ne peut pas effectivement protéger ses données, protéger sa vie privée, mais ce n'est pas seulement sa vie privée, ça peut être sa carte bancaire, ça peut être des choses on peut voler de l'argent si on ne protège pas son ordinateur. Donc il y a des choses à faire. Il ne faut pas être naïf. Ce qu'on a coutume de dire en sécurité informatique, c'est que le problème se situe entre la chaise et le clavier. Le problème, c'est l'utilisateur. Et souvent, l'utilisateur, il fait des erreurs. Il ne met pas ses antivirus à jour, il faut mettre l'antivirus tous les jours à jour. Mais maintenant, les antivirus ne sont pas non plus l'alpha et l'oméga. Il y a des logiciels espions qui vont passer outre les antivirus. On considère qu'un ordinateur, quand il y a des données à l'intérieur et qu'on va à l'étranger, on peut se le faire voler, on peut se faire espionner. Et c'est pas seulement quand on va à l'étranger. Bon, c'est clair que même aller sur Internet, se promener sur Internet, ouais, etc., acheter des choses sur Internet. C'est moins dangereux de se balader sur Internet que de prendre votre voiture. Vous avez plus de risque de mourir en voiture que de risque en allant sur Internet. Mais ça veut dire que ma vie privée n'est plus aussi privée que ça.
On n'en a plus de vie privée aujourd'hui. Quand vous êtes dans la rue, se rétrécit, cette vie vous êtes dans la rue, est-ce que c'est une vie privée? Est-ce que c'est votre vie privée? Il y a des gens qui vous voient. Bon ben, Internet, c'est comme une rue, c'est un espace public. Donc quand vous envoyez un email, c'est une carte postale. L'enveloppe, elle n'est pas fermée. C'est pour ça qu'on est de plus en plus à utiliser des logiciels de chiffrement, comme GPG, qui permettent de fermer l'enveloppe et faire de telle sorte que seul moi et mon correspondant pourra lire le contenu du mail. Mais Internet n'a pas été conçu comme un espace sécurisé, mais comme un espace ouvert où les données circulent. Bon, et je parle de vie privée parce que dans votre livre, vous mettez la vie privée un problème de vieux con avec un point d'interrogation, mais on se dit, bon, ça veut dire quoi? C'est que cette susceptibilité sur les privés, ça concerne des gens comme moi, des vieux cons, alors que les jeunes, maintenant, se débrouillent très très bien avec ce notion-là et n'ont plus la même notion de la vie privée que nous. Il faut arrêter avec ce mythe qui fait que ce qu'on appelle les digital natives, ceux qui sont nés avec Internet, sont des hackers, sont super forts. Non, il y a plein de jeunes qui ne savent pas du tout sécuriser leur ordinateur, qui savent même pas comment sécuriser leur ordinateur. Ce qui est très intéressant depuis les révélations Snowden, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui s'informent, qui cherchent à comprendre comment fonctionne Internet, comment fonctionnent les systèmes de surveillance et les logiciels espions, et qui apprennent à s'en protéger. Alors, Snowden, vous l'avez cité, là on est passé de l'espionnage privé, on va dire, à l'espionnage d'État. Snowden, c'est cet informaticien américain qui a révélé tout ce que la NSA savait faire, on en parlera tout à l'heure à nouveau, en matière d'espionnage. Elle savait écouter à peu près tout ce qui se passe dans le monde. Ça veut dire que, là encore, par rapport à l'État français, par rapport aux juges, par rapport à tout ce qu'on veut, on n'est plus à l'abri de rien. Je fais souvent le parallèle avec l'industrie automobile. Il a fallu des années avant que les pouvoirs publics se saisissent du problème et mettent en place des mesures, la ceinture de sécurité, l'interdiction de rouler à plus de 130, les panneaux de signalisation, pour lutter contre la mortalité routière. Ce qui s'est passé avec Internet, c'est qu'on a fait open bar, on a créé Internet, on a dit aux gens allez sur Internet, mais on n'a pas appris aux gens à se protéger sur Internet. Quand on voit qu'en France, les grandes oreilles françaises, les juges et du reste, tout ça va être centralisé dans un grand centre géré par Thales. La PNIJ. Oui, il faut être inquiet ou il faut... Là, c'est différent. La PNIJ, c'est les interceptions judiciaires. Donc, c'est quand quelqu'un est mis sur écoute téléphonique par la police. Donc là, le fait que ce soit contrôlé par un marchand d'armes, quelque chose qui fait un petit peu débat, parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer, vu que c'est contrôlé par un marchand d'armes. Qu'un marchand d'armes peut rarement dire non à l'exécutif ou à des services de renseignement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en matière d'espionnage informatique, le principal problème, le principal ennemi, c'est pas tant la DGSE ou la NSA, c'est votre mari jaloux, c'est votre femme jalouse, c'est votre parent, c'est vos enfants, c'est vos collègues, c'est votre concurrent. Il y a énormément d'espionnage industriel. Et donc le truc, c'est qu'il faut faire attention effectivement à est-ce qu'on a des ennemis, est-ce qu'on a des gens qui sont un peu parano autour de vous et qui peuvent éventuellement vous nuire. Bon, je vous pose ces questions parce que on va parler maintenant des écoutes faites aux dépens de Nicolas Sarkozy. Je rappelle votre livre, ça s'appelle donc La vie privée, un problème de vieux con. Et dans ces écoutes, Nicolas Sarkozy s'est beaucoup plaint justement de ce que les juges étaient allés très très loin. Sont-ils allés trop loin? Est-ce que le pouvoir a instrumentalisé ces écoutes? Eh bien, question posée par Sébastien Lafargue, Didier Dahan et Olivier Broutin. La baie de Cavalière, non loin de Saint-Tropez. Ses flots bleus, son Cap-Nègre et l'une des résidences les plus célèbres de France, la maison de vacances de la famille Bruni-Tedeschi, où séjourne souvent Nicolas Sarkozy. C'est d'ici notamment que l'ancien chef de l'État a été écouté 6 mois durant à partir de cette antenne relais. Les policiers ont intercepté ses communications passées depuis son portable officiel, mais ils ont aussi découvert l'existence d'un autre portable, secret celui-là. Ils l'ont enregistré et provoqué du même coup l'une des affaires d'écoute les plus retentissantes depuis les années 80. Du jamais vu, un ancien président de la République placé sur écoute, des conversations suspectes avec son avocat interceptées, puis révélées par la presse. À la une, Nicolas Sarkozy qui a donc été placé sur écoute, une enquête pour trafic d'influence est ouverte. Nicolas Sarkozy, soupçonné par la justice d'avoir usé de son influence auprès d'un haut magistrat, Gilbert Azibert. L'ancien président, avec son avocat, aurait voulu orienter une décision de justice. À quelques semaines des municipales, l'affaire fait l'effet d'une bombe et l'avocat dénonce immédiatement un complot politique. Je suis un avocat qui est meurtri, qui est scandalisé et qui dit ce soir devant vous qu'il s'agit d'une affaire montée de toutes pièces. L'affaire des écoutes, c'est d'abord un tollé chez les avocats, indignés qu'un des leurs ait pu être écouté. Que les propos de l'avocat avec son client soient à un moment donné
ou un autre entendu, ça ne peut pas exister. Cette histoire fait aussi peser des soupçons sur les pratiques du pouvoir. L'opposition accuse le gouvernement d'en savoir bien plus qu'il ne le prétend. La garde des Sceaux est au cœur de la tourmente. Non, je n'ai pas menti. Je veux bien éventuellement entendre un malentendu. Mais je répète et je dis très clairement qu'il n'y a pas de mensonge. Pourquoi l'ancien président a-t-il été placé sur écoute? Ces interceptions étaient-elles abusives, comme l'affirment les amis de Nicolas Sarkozy? Si le juge pense ne pas avoir besoin de motifs graves, voire dans certaines circonstances très graves, pour que, aussitôt, un ancien président de la République se retrouve sur écoute judiciaire, alors nous avons à nous inquiéter tous. Comment ces interceptions téléphoniques fonctionnent-elles? Existe-t-il des limites à l'intrusion dans la vie privée et au pouvoir des juges? Voici l'histoire d'un scandale qui a mis au jour les méthodes d'une république très à l'écoute. Celui qui a fait éclater le scandale travaille au journal Le Monde. Il s'appelle Fabrice Lhomme. C'est un spécialiste des affaires politiques. Depuis des semaines, il est persuadé que l'ancien chef de l'État a été placé sur écoute. Le 7 mars, après une série de perquisitions, il en obtient confirmation. Il publie son article qui fait l'effet d'une bombe. Là, ça a été une déflagration. Nous, on pensait que les premières réactions allaient être vraiment sur le fond, c'est-à-dire sur le fait qu'il était choquant qu'on puisse soupçonner un ancien président de la République d'avoir tenté d'influer sur le cours de la justice. Mais en réalité, non. Le premier scandale qui est apparu comme tel dans l'opinion publique, en tous les cas, qui a été présenté comme tel, c'est comment a-t-on osé mettre sur écoute l'ancien président de la République? Comment a-t-on pu oser espionner des conversations entre un client, aussi célèbre soit-il, et son avocat? Celui qui a osé, c'est le juge Tournaire. 12 années consacrées au réseau mafieux et au grand banditisme. Voici les seules images qu'on ait de lui. Elles ont une vingtaine d'années. Serge Tournaire, un homme discret et intransigeant. Le juge Tournaire, c'est quelqu'un qui n'a peur de rien, qui n'a pas froid aux yeux. C'est-à-dire qu'il pourra s'attaquer à un truand, à un mafieux, à un homme d'affaires richissime, à un homme politique influent, à un magistrat ou à un policier, j'allais dire sans aucun état d'âme. Derrière la façade du pôle financier de Paris, le juge d'instruction enquête depuis 1 an sur le financement présumé de la campagne de Sarkozy en 2007 par le régime de Kadhafi. Dans ses investigations, Serge Tournaire ne se limite pas à l'ancien président. Il a aussi placé sur écoute Claude Guéant et Brice Hortefeux, des piliers de la Sarkozy. Tous les protagonistes d'une affaire écoutés 24 heures sur 24, la routine pour des enquêteurs qui disposent de technologies toujours plus performantes. Appels téléphoniques, textos, mails ou pages web visitées, rien ne leur échappe. Bonjour. Bonjour monsieur. Voici l'homme qui a mis au point le logiciel grâce auquel le téléphone de l'ancien président a été écouté. Aujourd'hui, plus besoin de se déplacer chez l'opérateur téléphonique. Une fois que le juge a décidé du placement sur écoute, en quelques clics, le dispositif est opérationnel. En général, il s'agit de quelques minutes pour que l'opérateur mette en jeu l'interception proprement dite. Quant à nos systèmes, l'enregistrement est déclenché dès lors que l'enquêteur émet sa réquisition et donc c'est immédiat. À partir de là, l'enquêteur dispose d'une mine d'informations. Alors vous voyez donc une cible qui est répertoriée avec toutes les conversations concernant cette cible, avec les dates et les heures. Mais aussi la durée des appels, les numéros entrants et sortants, ainsi que les identités de tous les correspondants. Ces échanges ne sont pas seulement écoutés, ils sont aussi intégralement enregistrés et conservés. Et ce n'est pas tout. Plus besoin pour l'enquêteur de rester en permanence le casque sur les oreilles, il peut faire suivre son écoute. Dès que les conversations vont arriver sur l'ordinateur, ils vont immédiatement renvoyer sur son mobile. Voilà comment ces outils permettent aux enquêteurs de ne pas être tout le temps au bureau, mais d'être en permanence en vigilance pour le suivi de leur enquête. Toutes les conversations qui concernent l'enquête en cours sont ensuite retranscrites mot à mot sur un procès-verbal de ce type. C'est ce document qui remonte jusqu'au bureau du juge. Dans le cas de Nicolas Sarkozy,
le décryptage des PV d'interception s'est révélé particulièrement instructif. Les enquêteurs s'aperçoivent, de par ces conversations, qu'il fait allusion à un autre téléphone. C'est leur déduction. Il y a des allusions. On voit bien, c'est Nicolas Sarkozy, par exemple, qui dit à Thierry Herzog « Bon, je te rappelle dans 5 minutes ». Et 5 minutes après, il n'y a pas de trace d'appel. Donc par déduction, ils se disent « Ah, ça y est, c'est sûr, ils ont pris ce qu'on appelle un TOC ». TOC pour téléphone out of control, des appareils dont on ne connaît pas les vrais propriétaires. C'est Thierry Herzog qui les aurait achetés à Nice, dans cette boutique. Le principe des TOC est simple. Pour 2 personnes qui veulent communiquer entre elles, elles achètent 2 téléphones sous de fausses identités et ne communiquent qu'avec ceux-là. La méthode est couramment utilisée dans le grand banditisme pour converser discrètement entre complices. La vente se serait faite ici, ce que ne dément pas cette jeune femme. Ah, ça s'est bien passé ici en fait. La directive en parle, c'est tout. Vous pouvez juste me raconter en 2 mots rapidement ce qui s'est passé? Non, rien du tout, monsieur, je suis désolée. En tout cas, ça s'est bien passé ici. Thierry Herzog, l'avocat, et son client, Nicolas Sarkozy, ont donc eu recours à un stratagème répandu chez les voyous pour s'assurer de la confidentialité de leurs échanges. Mais les juges s'en sont rendus compte. Ils découvrent en les écoutant que les 2 hommes parlent beaucoup d'un haut magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert. Ils comptent visiblement sur lui pour obtenir des informations dans une autre affaire, voire pour orienter des décisions à venir. Le 18 mars, nouvelle révélation. Le site Mediapart publie ce qu'il présente comme des extraits de ses fameuses écoutes. Gilbert a bien bossé, dit Thierry Herzog, en parlant de Gilbert Azibert. Colère de l'avocat le lendemain sur Europe 1. Qui a remis à Mediapart les rapports tronqués qui ont été ainsi publiés hier? Indignation de l'avocat et fronde de la profession tout entière, représentée par Pierre Haïk, un ténor du barreau. Les juges, selon lui, ont violé un principe fondamental, la confidentialité des échanges entre un client et son conseil. Nous alertons les pouvoirs publics sur le danger pour la démocratie de telles dérives et sur l'impérieuse nécessité de protéger le secret professionnel, pilier de la profession d'avocat et sans lequel aucune défense ne peut s'exercer. L'appel sera signé par 4500 avocats. Bronca des robes noires et embarras au sommet de l'État. 4 représentants des avocats sont reçus par François Hollande en personne. Les juges seraient-ils allés trop loin? Nous avons posé la question à un vieux routier du Palais. Gilbert Thiel, juge antiterroriste. Le secret entre l'avocat et son client, nous le respectons, dit-il, sauf quand les écoutes peuvent laisser penser qu'une infraction est en préparation. Vous allez avoir un enregistrement des conversations que l'officier de police judiciaire va écouter et il ne retranscrira que celles qui sont utiles à la manifestation de la vérité. S'il entend à l'occasion une écoute téléphonique entre la personne écoutée et son avocat, il ne la retranscrit pas dès lors qu'il s'agit d'un échange qui concerne l'affaire dont est saisi le juge. S'il soupçonne qu'il y a autre chose, sous le contrôle du juge, bien sûr, il en avise le juge qui en avise le parquet. C'est dans cette configuration qu'on était dans l'affaire que vous évoquez. On ne retranscrit pas les propos de l'avocat avec son client, mais on les écoute quand même. On les écoute quand même, on les garde quand même un petit peu dans la tête. Puis un beau jour, on va voir le juge. Le policier qui entend ça, il dit « Madame le juge, vous voyez, l'avocat, il a quand même donné quelques petites informations intéressantes. Ça pourrait nous donner une petite piste. » C'est ça qui est scandaleux. Qu'a-t-on réellement retenu de ces écoutes? Et jusqu'où ces informations sont-elles remontées? Le pouvoir en place va devoir faire face à un soupçon très pesant. Car dans la foulée des révélations du Monde, la question fuse. Qui savait que Nicolas Sarkozy était écouté? C'est le point de départ d'un incroyable cafouillage gouvernemental. Bonsoir Madame Taubira. Première question extrêmement simple. Quand avez-vous appris que Nicolas Sarkozy était sur écoute? L'avez-vous appris comme nous, en lisant le journal Le Monde à 13h vendredi ou avant? La réponse à votre question est très claire. Je n'avais pas l'information avant.
À quel moment avez-vous été informé de ces écoutes téléphoniques? À l'occasion des révélations du Monde, s'agissant des écoutes de l'ancien président de la République et de son avocat. Vous l'avez appris par la presse comme... Au gouvernement, tout le monde nie avoir été au courant. Faux, affirme dès le lendemain le Canard enchaîné, obligeant le Premier ministre à contredire la garde des Sceaux. En 2014, la garde des Sceaux a reçu effectivement une information et que j'ai eu moi-même ensuite. Le feuilleton continue. L'opposition boit du petit lait. La garde des Sceaux a menti. Dans ce contexte, il n'est pas possible qu'elle reste en fonction. Après 3 jours de confusion, Christiane Taubira est invitée par le président de la République à clarifier la situation à l'issue du Conseil des ministres. Elle espère mettre un terme à la polémique. Elle va la relancer. Non, je n'ai pas menti. Non, je ne démissionne pas. Voilà donc ce qui est remonté à la chancellerie. Si vous pensez qu'il y a là des comptes rendus et des synthèses d'interception judiciaire, c'est votre liberté, l'imagination, peut-être à la fois au pouvoir et dans la presse. Contrairement à ce que la ministre affirme, les documents qu'elle brandit ce jour-là contiennent bien des informations précises sur le contenu des écoutes. Une fois les clichés agrandis, voici par exemple ce que l'on peut y lire à propos de Nicolas Sarkozy et de son avocat. Il apparaît que les 2 hommes évoquent à plusieurs reprises les interventions réelles ou supposées d'un magistrat de la Cour de cassation. Le coup de grâce est asséné par le procureur général de Paris, François Faletti. Il confirme, l'air de rien, que la ministre est informée très régulièrement des affaires dites signalées, qu'elles soient liées aux personnalités du showbiz ou de la politique. Et pour cause, c'est par son bureau que transitent ce que l'on appelle les remontées d'informations destinées à la chancellerie. Il y a toujours encore pas mal d'informations qui remontent de manière sur les différents sujets, oui, bien sûr. Affaire Cahuzac, affaire Sarkozy ont suivi ce circuit-là. Oui, oui, bien sûr. Ironie de l'histoire, c'est Christiane Taubira elle-même qui 3 mois plus tôt avait officialisé dans une circulaire cette pratique jusque-là informelle. Certes, la ministre demandait à limiter les remontées d'informations, mais elle confirmait dans le même temps l'intérêt du pouvoir pour les affaires impliquant des politiques. L'affaire des écoutes s'annonçait comme un nouveau chapitre des déboires judiciaires de Nicolas Sarkozy. Mais à peine révélée, l'opposition s'en est emparée pour se poser en défenseur des libertés. On n'écoute pas les gens au cas où on trouverait quelque chose. On ne perquisitionne pas chez les gens au cas où on trouverait quelque chose. On ne surveille pas les gens au cas où ils commettraient un délit. Ça n'est plus une société de liberté. On ne peut pas admettre comme une bonne raison d'avoir mis sur écoute le président de la République l'éventuelle découverte d'une autre infraction qui n'aurait absolument rien à voir avec le motif pour lequel on l'a mis sur écoute. Ultime retournement de situation, le 21 mars, dans cette tribune. Nicolas Sarkozy s'adresse aux Français pour la première fois depuis sa défaite de 2012. Il compare sa situation d'homme écouté à celle des Allemands de l'Est du temps de la Stasi et il évoque son possible retour. L'affaire a fini par lui donner l'occasion de reprendre la main. Voilà pour ce reportage de Sébastien Lafargue et de Didier Dahan. Alors, on est ici avec vous, Claude Angéli. Vous avez été longtemps le rédacteur en chef du Canard, pendant 43 ans, je crois. Enfin, ça fait 43 ans que vous êtes là. Oui, et je continue à écrire une chronique chaque semaine. Comme chroniqueur ici. Le Canard enchaîné, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça existe depuis 1916. On est dans le sein des saints de l'enquête, de l'investigation, avec cette pointe d'humour et de distanciation qui est toujours agréable quand même quand on lit ce journal, qui est une institution maintenant. On parle de Mediapart, on parle de ces sites-là, mais là on est dans la presse papier, à l'ancienne si je puis dire. Et c'est une émotion quand même d'être ici quand on est journaliste, d'être dans une maison comme celle-ci. Alors vous avez écrit avec Stéphanie Meignier, Les micros du Canard, on va en parler puisque ça parle des micros qui ont été posés ici, et puis ça parle aussi de cette propension qu'ont nos dirigeants de vouloir toujours nous écouter. Oui, on a voulu raconter, bien entendu, l'histoire extravagante d'un contre-espionnage français qui envoie ici des poseurs de micros
pour tenter de découvrir nos sources d'information. C'était sous Pompidou et Marcellin, le ministre de l'Intérieur de l'époque. On appelait le canard, on disait que le canard faisait du terrorisme journalistique. Il y a encore des traces dans les murs de ces tentatives d'écoute et il y a une plaque que vous avez mise religieusement pour remercier Raymond Marcellin. Sur cette histoire d'écoute-là qu'on voit maintenant, vous trouvez que les juges sont allés trop loin à vouloir écouter un chef de l'État avec son avocat, un client et son avocat? Est-ce que là, on a vraiment touché au sacro-saint principe de confidentialité? C'est une affaire, disons, où il y a l'ambiguïté, le fait d'écouter un avocat. Mais ce qu'il y a, c'est quand même pas mal d'affaires qui visent, l'ex-président Sarkozy. Et les juges, ça, ce sont leurs droits aux juges. Nous, le canard enchaîné, c'était autre chose. C'était pas un juge qui nous... Alors attendez, encore un mot sur Sarkozy, parce que vous en parlez aussi avec d'autres. Vous dites que, bon, il se plaint aujourd'hui, mais il a lui-même beaucoup pratiqué. C'est-à-dire que comme d'autres présidents avant lui, il aimait bien écouter. Il a été écouté et il aimait écouter. Dans ce livre, on raconte dans quelles conditions 4 futurs présidents de la République, Mitterrand, Giscard, Chirac et Sarkozy, ont été écoutés par leurs adversaires politiques. Avant d'arriver au pouvoir. Avant d'arriver au pouvoir. Puis une fois à l'Élysée, ils ont fait des merveilleuses déclarations. On supprime les écoutes politiques, les écoutes c'est fait pour les gangsters, pour les trafiquants, etc. Et puis ils ont fait la même chose. Ils ont écouté leurs adversaires et les journalistes qui pratiquaient des enquêtes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est inhérent au pouvoir, qu'on ne peut pas se retenir, que quand on a ce genre d'outils à disposition, on a envie de savoir ce qui se passe dans le bureau d'en face, chez les concurrents, chez les adversaires politiques. Si nous accusons Sarkozy d'avoir pratiqué des écoutes, comme tout le monde, comme tout président de la République, on n'exonère pas non plus les dirigeants socialistes qui ont fait modifier le Code de sécurité nationale dans le cadre de la loi de programmation militaire. Pour quelle raison? Récemment, hein? Oui, et ça permettra aux policiers et aux services de renseignement de pratiquer toute recherche auprès des fournisseurs de téléphonie mobile, auprès des fournisseurs d'accès à Internet, auprès des cybercafés. Ça officialisera le droit de perquisitionner à distance des ordinateurs, tout ça pour découvrir telle ou telle chose, telle ou telle... C'est-à-dire qu'on a vu aux États-Unis, après le 11 septembre, le Patriot Act, et puis la liberté qui a été donnée à la NSA pour écouter tout le monde. Voilà. Et là, on se rend compte qu'en France, on a pris une loi sous les socialistes, qui est un peu la même chose. C'est à la française, et c'est très grave. D'abord que ce soit un gouvernement socialiste qui fasse ça, avec l'accord de l'opposition, parce qu'ils ont voté tous ensemble, et qu'ensuite, si un régime un petit peu différent venait au pouvoir, sait-on jamais. L'outil est prêt. L'outil est prêt. Pour en abuser éventuellement. Et en plus, les policiers et les services de renseignement ont fait pression sur le gouvernement pour obtenir ces choses-là. Parce qu'eux, ce sont des chasseurs, ils ont envie de travailler, d'élargir les surveillances. Et vous avez l'impression, que globalement, au bout de toutes ces années, que les taux se resserrent, que la liberté se rétrécit, qu'on est moins libre de... C'est vrai dans tous les pays. Et c'est au nom de la délinquance ou au nom du terrorisme, on est prêt à mettre en cause certaines libertés publiques. C'est ça qui est très grave, et c'est ça qu'on démontre dans ce livre en mettant en cause le passé et le présent avec les dispositions dont on vient de parler. Alors Nicolas Sarkozy s'est beaucoup plaint, il y a eu cette tribune dans le Figaro, il comparait ce qu'il avait subi d'une certaine façon avec la Stasi sous la Mine de l'Est. Ça vous a touché, ça Non, moi j'ai remarqué simplement que Juppé a dit qu'il y a eu quelques mots excessifs. Voilà, bon, la comparaison est un peu excessive. Alors, merci beaucoup. On est allé, nous, justement, en Allemagne, ex de l'Est, du côté de Berlin, ex de l'Est, avec Zoé de Bussière, Déborah Berlioz, Raphaël Durossel et Élodie Metsch, voir ce qu'avaient été ces écoutes sous la Stasi, la police secrète est-allemande, qui avait littéralement placé l'ensemble de sa population sur écoute. Et vous allez voir, c'est terrifiant ce qu'on voit. C'est un bâtiment longtemps surnommé la Cité interdite. Personne ne savait réellement ce qu'il s'y passait. Maybrit Kruger y a séjourné 3 mois. C'était en 1989. Elle venait d'être arrêtée par la Stasi, soupçonnée de vouloir fuir son pays, l'Allemagne de l'Est. Voici l'entrée.
Ça a changé, mais on peut encore voir l'emplacement du portail. Je sais bien qu'il ne peut plus rien m'arriver aujourd'hui, mais quand je viens ici, je me sens quand même oppressée. Tous les souvenirs reviennent. Entre 1950 et 1989, 4000 personnes ont séjourné ici, dans de petites cellules sans aucune intimité. Aujourd'hui, cette prison est devenue un musée. Voilà, ça c'était une cellule typique. Et là, on devait consigner pour la nuit nos effets personnels, lunettes, rasoirs électriques. Pourquoi ? Parce qu'on aurait pu s'en servir pour se tailler les veines. Avec le verre des lunettes, par exemple. Ici, il n'y avait que des prisonniers politiques, qui bien sûr n'existaient pas officiellement en RDA. Nous avions juste tenté de fuir, ou nous en avions seulement eu l'idée. La Stasi en savait plus sur nous que nous-mêmes. Avant d'être arrêtés, ces prisonniers avaient été surveillés, espionnés, écoutés par l'État pendant des années. May-Britt est une victime de la Stasi, comme 6 millions d'Allemands. La Stasi, l'instrument de contrôle de la population mis en place par la RDA. Une police d'État intraitable et paranoïaque, chargée de traquer dissidents, espions ou simples citoyens tentés de passer à l'ouest. Un réseau tentaculaire au service de l'idéologie communiste. Tous les moyens étaient bons. Écoute téléphonique, indique, micro dissimulé jusque dans les murs et filature. La Stasi, ou comment un pays tout entier a espionné des millions d'habitants. À la chute du mur, la RDA a découvert avec stupeur qu'1 habitant sur 60 collaborait en fait avec cette police secrète. Les citoyens ont alors accédé, incrédules, à leur dossier. Tous ceux qui souhaitent voir leur dossier doivent s'attendre à découvrir, comme moi, des choses très désagréables. À Rostock, une ville de 200 000 habitants le long de la Baltique, difficile de déceler les stigmates de ces 50 années de dictature dignes de Big Brother. Pourtant, chez les Kruger, la famille de May-Britt, les blessures sont bien là. Tout est conservé dans ce placard. May-Britt, son père, sa mère ont tous été surveillés pendant 12 ans. En voici les retranscriptions. Tout y est noté, comme cette visite secrète de leur appartement. Ça, c'est le dossier de la perquisition de notre appartement. Ils avaient tout répertorié, tout listé. Mais ça, ce n'est qu'une petite partie du dossier. En réalité, il fait 636 pages. Et le mien, 850 pages. Quant à mon mari, il en faisait plus de 1200. Les Kruger n'ont eu accès à leur dossier qu'en 1992, bien après la chute du mur. Car il a fallu du temps aux nouvelles autorités pour trier ces monceaux d'archives. Ils sont tombés des nues en découvrant leur nom de code. Bateau pour les parents, Canoë pour May-Britt. Des surnoms hérités de la première tentative de fuite de son père en 1962, en bateau. C'est cette évasion ratée qui leur a valu d'être surveillés de très près par la Stasi. Dans le dossier, il y a aussi les photos de la cuisine, de la chambre et même de la salle de bain. Toutes prises à leur insu, en leur absence. Dans le rapport, leur mobilier est même qualifié de non socialiste, une faute aux yeux du régime. Mais leur plus grande surprise, ils l'ont découverte ici même, dans ce salon, en faisant des travaux. Un micro incrusté dans le mur. Il était ici. Avant, le radiateur était plus à gauche, derrière la télévision. Le balcon n'existait pas encore. On n'avait qu'une grande fenêtre en 3 parties, avec un mur en dessous. Et le micro était justement dans ce mur. La Stasi a passé des années à les surveiller. Jour et nuit. Des années à photographier les moments les plus intimes de leur vie. À en écouter les détails les plus anodins. À les retranscrire systématiquement jusqu'à l'absurde. La mère et la fille ont une conversation générale au sujet de la confection de gâteaux. On peut facilement déduire de cette conversation qu'elles envisagent la confection d'un gâteau. À partir de 19h30,
la famille a visionné un film sur une chaîne d'Allemagne de l'Ouest. On n'a plus entendu de conversation durant le reste de la soirée. À 23 h, le silence s'est fait dans l'appartement. On peut en déduire qu'ils se sont couchés. Ça vous a étonné de voir qu'il y avait autant de choses dans ce dossier ? Ça a été assez dur. C'est bizarre d'apprendre qu'on a été écouté, de revoir les photos de son appartement après tant d'années, ou de lire des détails banals de notre vie d'alors. C'est surprenant, mais surtout c'est désagréable de voir à quel point ils se sont immiscés jusque dans notre vie privée. La famille Krüger, traumatisée par ces années de surveillance, est loin d'être un cas isolé. En 1989, à la chute du mur, les Allemands de RDA découvrent, avec effroi, que la Stasi employait près de 100 000 personnes. Pire, elle avait recruté 200 000 citoyens qui servaient, eux, d'indics. Tous les documents ont été conservés à Berlin, dans l'ancien QG de cette police d'État. Un bâtiment construit avec des renforts de béton et d'acier pour supporter les milliers de tonnes de papier. Dagmar veille sur cette mémoire douloureuse. Une mémoire partiellement effacée par la Stasi elle-même, qui a passé à la broyeuse des milliers de documents. Nous avons retrouvé beaucoup d'archives comme ça. La Stasi les avait passées à la déchiqueteuse. On a du papier, comme ça, mais aussi des bandes magnétiques ici. Bon, ça, on ne peut plus rien en faire. Le seul travail que nous pouvons réaliser, c'est sur ces papiers déchirés à la main, lorsque les déchiqueteuses se sont cassées. Ça, on peut les reconstituer, mais ça prend beaucoup de temps. 6000 sacs de papier déchirés ont été retrouvés. Mais la plupart des documents est intact. 180 km de dossiers rédigés notamment grâce à des indiques. On les appelait les IM. Des collaborateurs informels qui espionnaient leurs proches pour le compte du régime et que la Stasi savait très bien recruter. La Stasi a su exploiter la faiblesse des personnes. Elle ne leur disait jamais « Veux-tu être notre espion, notre taupe ?» Elle disait plutôt « Heureusement que tu nous racontes ce que ta femme prévoit, sinon nous serions obligés de l'arrêter pour l'interroger. » La Stasi donnait aux IM le sentiment qu'ils faisaient quelque chose de bien, qu'ils aidaient leurs proches en les protégeant de poursuites éventuelles. Les IM ont été les yeux et les oreilles de la Stasi au sein de la population. Tatiana en sait quelque chose. Cette ancienne habitante de Berlin-Est a été espionnée par 12 d'entre eux. Tous étaient ses collègues de travail. Lorsqu'elle revient dans les anciens quartiers de Berlin-Est, ce n'est jamais de gaieté de cœur. Maintenant, ça va à peu près. Mais les premières années après la chute du mur, c'était très dur de revenir ici. Berlin-Est était pour moi comme de la terre brûlée. Tous les coupables étaient encore là. On pouvait encore les rencontrer dans la rue, à tout moment. Entre 1973 et 1976, Tatiana fait 3 ans de prison, car l'un de ses IM a annoncé à la Stasi qu'elle cherchait à passer à l'ouest. Son tort ? Être tombée amoureuse d'Antonio, un Italien installé en RFA. Ils veulent se marier et vivre ensemble de l'autre côté du mur. Les responsables de la Stasi ne l'entendent pas ainsi. Durant plusieurs mois, ils espionnent le couple interdit surnommé Hansel et Gretel et constituent un dossier de 6000 pages. 17h13. Hansel et Gretel ont quitté la maison, sont montés dans une voiture, ont pris Wettingstrasse, Irenenstrasse, Alfredstrasse, Frankfurter Allee, puis Karl-Marx-Allee, jusqu'à l'Interhotel d'État. La première fois que j'ai eu mon dossier entre mes mains, je n'ai pas pu le lire très longtemps. Tout est remonté en moi, les souvenirs, les sentiments.
J'ai été atterrée de voir l'étendue de ces surveillances, tous ces détails. Tout ça parce que je voulais quitter Berlin-Est pour Berlin-Ouest. Tout ça parce que j'étais amoureuse d'un homme et que nous voulions nous marier. Tatiana doit sa liberté à l'Allemagne de l'Ouest, qu'il a achetée après sa détention pour 40 000 Deutschmark, une pratique courante à l'époque. En contrepartie, elle n'a plus eu le droit de remettre un pied en RDA. Elle finit par épouser Antonio en 1976, mais ils se séparent au bout de quelques années, brisés par leur histoire. Aujourd'hui, Antonio est mort. Quant à Tatiana, elle garde d'étonnantes séquelles de cette période. Je suis devenue un peu craintive. Par exemple, dans une pièce, je m'assois toujours au fond, de façon à voir ce qui se passe et à n'avoir personne derrière mon dos. Parce qu'au RDA, tout se passait dans mon dos et je ne le savais pas. Aujourd'hui encore, il ne faut pas qu'on s'approche de moi, car je garde le souvenir de la Stasi qui s'est immiscée jusque sous ma peau. 25 ans après la chute du mur, le dossier de Tatiana est régulièrement mis à jour, avec de nouveaux éléments sur ceux qui l'ont espionnée, interrogée ou surveillée pendant sa détention. Récemment, elle a ainsi découvert que l'un de ses gardiens lui avait injecté de puissants psychotropes en prison. Aujourd'hui, elle est venue lui demander des comptes. Ah, bonsoir. Je suis bien chez monsieur... Oui, mais il dort. Pardon? Il dort déjà, là. Écoutez, je suis déjà venue. Il avait dit ne pas me connaître. Mais j'ai tout vérifié. C'est bien votre mari qui a travaillé dans la prison où j'étais enfermée. J'ai les documents qui le prouvent avec moi. J'aimerais bien en discuter avec lui. Non, aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que je peux au moins prendre votre numéro de téléphone? Non, je ne veux pas vous le donner. Depuis que Tatiana a entamé ses recherches, c'est la 4e fois qu'elle se heurte à ce genre de refus. Des anciens de la Stasi qui vivent tranquillement dans cette Allemagne réconciliée, il y en a des dizaines de milliers. Rares sont ceux qui assument leur ancienne carrière, encore moins devant une caméra. Après plusieurs semaines de négociations, 2 d'entre eux ont accepté de nous recevoir, non pas chez eux, mais dans ces locaux anonymes. Herbert Kirstein était spécialisé dans le contre-espionnage. Wolfgang Schmidt, lui, voyait passer tout ce que captaient les micros et les indiques. Et à les entendre, ils en sont presque fiers encore aujourd'hui. C'était très facile depuis notre centrale de mettre sur écoute les téléphones des gens, sans qu'ils ne s'en rendent compte, bien sûr. Et voilà. Non, non, non. Non, lui, il faisait du travail de bureau, il n'en sait rien. Je vais vous expliquer comment ça se passait. Soit on déterminait un moment où l'appartement que l'on ciblait était vide, et on entrait en secret pour y poser des micros. Soit on avait une personne de confiance dans l'immeuble, un voisin juste à côté, et de chez lui, on perçait le mur mitoyen pour y placer un micro. Et je vais vous donner un autre exemple. Quand une voiture était dans un garage fermé, nos techniciens pouvaient démonter le siège du passager et y installer au-dessous un appareil d'écoute qui se mettait en marche uniquement lorsqu'une personne s'asseyait sur le siège. Le lendemain, quand le propriétaire de la voiture partait avec sa femme, on pouvait écouter la conversation du couple. Vous n'avez pas de remords aujourd'hui ? Je suis désolé, mais je n'ai détruit la vie de personne. Je n'ai rien à regretter. Je pourrais avoir des remords. Mais si on m'apportait la preuve,
On a vraiment détruit des vies. La vie de Maï-Britt n'a pas été détruite. Mais 25 ans après la chute du mur, elle n'a jamais pu se marier. Incapable, dit-elle, de faire vraiment confiance à quelqu'un. Tatiana, elle, a un nouveau fiancé. Elle vit toujours à Berlin-Ouest. Chaque mois, elle retrouve des amis pour discuter, toujours dans le même restaurant. Des femmes qui ont toutes été enfermées dans la même prison qu'elle, après avoir été surveillées par la Stasi. Et voilà pour ce reportage de Zoé de Bussière, de Déborah Berlioz et de Raphaël Durossel. Et on est ici avec vous, Antoine Lefébure, dans une ambiance un peu mystérieuse, dans un parking comme ça, puisqu'on est dans les écoutes et dans l'espionnage depuis le début de l'émission. Donc on s'est dit, tiens, on va se mettre là. Vous avez écrit ce livre qui s'appelle « L'affaire Snowden, comment les États-Unis espionnent le monde ». Vous connaissez bien ces questions-là, vous êtes historien et vous connaissez la technologie aussi, la technique. Sur la Stasi quand même, parce qu'on est sidéré de voir à quel point ce pays entier était sur écoute, à quel point il avait transformé ses habitants en indiques. Oui, alors ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait à l'époque très peu d'informatique, très peu d'électronique. Donc simplement à la main, avec des micros, etc., on arrive à avoir une société totalement transparente et un État totalement opaque. Alors aujourd'hui, dans l'affaire Snowden, là, vous dites, visiblement, là, c'est tout un État, c'est la NSA américaine, et c'est Snowden, cet informaticien qui l'a révélé, qui s'est mis à écouter le monde entier, jusqu'à Angela Merkel, jusqu'au chef d'État, jusqu'à leur portable, tout est sur écoute. Oui, ça a été très difficile à croire. Moi, j'ai travaillé pendant ce bouquin pendant 10 ans et j'arrivais pas à le faire. J'arrivais pas à trouver tous les éléments. On a beau avoir un réseau international de copains, de spécialistes du domaine aux États-Unis, au Japon, en Grande-Bretagne, etc. J'arrivais pas à comprendre l'ampleur de ces écoutes. Et c'est quelle ampleur? Quand est sortie l'affaire Snowden, quand sont sortis les documents donnés par Snowden, on s'est rendu compte qu'en fait, pour les États-Unis, avec les progrès de l'informatique, il est moins cher et plus facile de tout écouter, de surveiller tout le monde, et après de rechercher en antériorité, ou bien par un nom, ou bien par un téléphone, ou bien par un événement. Parce qu'on ne peut pas écouter toutes ces écoutes, c'est monstrueux. Non, mais on les a disponibles. C'est-à-dire que sur un mois ou sur 3 mois, on a en informatique absolument toutes les conversations téléphoniques, les requêtes Internet, du monde entier. Et c'est finalement moins cher de tout garder pour après choisir, plutôt que de faire des sélections. Et après, on fait le tri quoi? Avec des mots-clés? On fait le tri avec des numéros de téléphone, avec des identités ou avec des événements. On peut par exemple décider d'écouter toutes les conversations entre la Grande-Bretagne et l'Irlande parce qu'il s'est passé un attentat sur une période de 15 jours précédant l'attentat pour voir si on va trouver un élément. Et ces écoutes servent quelquefois à arrêter ou à empêcher effectivement des attentats? Très peu. Ce dont on s'est rendu compte aux États-Unis, c'est les commissions du renseignement se sont rendues compte que ça ne servait pas du tout pour le terrorisme, ça sert beaucoup pour la politique internationale, ça a servi énormément à Obama dans ses relations internationales, quand il va voir un chef d'État ou quand un chef d'État est reçu à la Maison-Blanche. Parce qu'il connaît ses petits secrets, il connaît sa réflexion, sa pensée politique. Voilà. Et il sait, même si c'est... Alors pourquoi est-ce qu'on écoute des amis? On dit mais c'est scandaleux, les États-Unis écoutent des pays alliés. Mais pour savoir si un ami reste toujours un ami, le mieux c'est de l'écouter. Sauf que quand l'ami se rend compte qu'il est écouté, il ne devient plus du tout un ami. Bon, et alors il y a un argument qui est invoqué par ceux qui écoutent, ou ceux qui les légitiment, ces écoutes, en disant depuis le 11 septembre, les attentats, effectivement, il faut mieux prévenir que subir, et les gens qui n'ont rien à se reprocher, a priori, que ça peut bien leur faire qu'on les écoute. Alors ça, c'est très, très mauvais comme argument, dans la mesure où on se rend compte que ces écoutes généralisées, ça fait une surveillance généralisée, ça fait une peur généralisée. On l'a vu sur votre sujet sur la Stasi, et cette peur généralisée, c'est vraiment le pire ennemi de la démocratie. On commence à se dire, bien sûr, j'ai rien à me reprocher, mais enfin, il faut mieux pas que je signe cette pétition, il faut mieux pas que je donne mon avis, il faut mieux pas que je parle de ça au téléphone, parce que je paye mes impôts, mais en fait, il pourrait, etc. Et là, c'est tout simplement la fin de la démocratie qui arrive. Vous pensez que ces révélations-là peuvent nous faire changer notre regard sur Internet, sur les États-Unis, sur ce pays de la démocratie? Dans mon bouquin, on se rend compte qu'il y a une ère après Snowden. Comme il y a eu un après 11 septembre, il y a un après Snowden, c'est-à-dire qu'on ne regarde plus Internet de la même manière, on fait attention, on se méfie, on fait attention à ce qu'on dit au téléphone et on cherche
des éléments pour se protéger de cette inquisition générale de l'État qui est quelque chose de totalement nouveau et qui n'existe que grâce à l'informatique. Vous-même, vous faites attention, parce que je parlais avec Claude Angély tout à l'heure, qui disait que lui, quand il avait des coups de fil importants ou sensibles à passer, il allait dans un marché, il prenait un téléphone à quelqu'un, il l'effaçait pour être sûr de ne pas écouter. Oui. Il faut faire ce genre de choses? Oui, ben moi c'est pareil. Les Anglais, les Américains qui sont surveillés, avec qui je discute, je n'ai même pas idée d'en discuter au téléphone. Vous allez les voir. Pour moi, c'est une évidence, ou bien de voir directement, ou bien de passer par des téléphones intermédiaires. Merci Antoine Lefébure d'être venu dans ce parking pour nous parler de tout ça, puisqu'on arrive au terme de l'émission. J'espère qu'elle vous aura bien fait peur sur cette façon qu'on a de pouvoir être écouté par notre portable, notre ordinateur, et que vous allez faire maintenant très attention. Voilà, merci à tous ceux qui nous ont accueillis, les studios du lundi, le Data Center Equilix et bien sûr le Canard enchaîné. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission, Thomas Auro, Joël Bruandé, François Ducroux à la rédaction en chef, Caroline Durand à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. Je vous rappelle bien sûr les réseaux sociaux si vous voulez venir parler avec nous. Et puis je vous annonce que la semaine prochaine, on va aborder de nouvelles formes de délinquance qui, paraît-il, s'abattent sur la France. Ce sont des bandes venues de l'Est et qui repèrent leurs proies sur Internet, sur Google Maps. Ils trouvent les villages isolés, les fermes un peu perdues et ils s'abattent sur elles. On parlera de tout ça, mais ça sera la semaine prochaine. Pour l'instant, je vous laisse bien sûr avec Alcaline sur France 2.